Bonsoir à toutes et à tous pour cette 12e conférence Sphère CPP, une conférence organisée annuellement par le Master de Communication publique et politique, une mutualisation universitaire entre l'ISIC de Bordeaux-Montaigne et Sciences Po Bordeaux. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur les réseaux sociaux sur YouTube avec notre hashtag Sphère CPP12 et envoyer vos questions sur lesquelles on reviendra à la fin de ce débat. Alors effectivement, cette année, nous avons choisi de nous pencher sur les élections présidentielles aux États-Unis 2020 et sur une question bien particulière qui concerne ces élections, une question qui rassemble sociologie, politique, communication. Et l'intitulé est « Génération Z et seniors, alliés ou ennemis ?» Alors, on reviendra sur ce titre un peu problématique éventuellement plus tard. Je vois déjà Vincent Tibéri qui fait signe du débat. Mais peut-être quelques chiffres clés d'abord pour recontextualiser ce scrutin. 160 millions, un chiffre historiquement haut. Ce sont en effet les personnes qui se sont exprimées, enfin en moyenne encore, on ne sait pas exactement le nombre, mais on part sur 160 millions de personnes qui se sont exprimées à ce scrutin, soit 2/3 des inscrits. C'est considérable. Les deux candidats ont atteint un record en termes de nombre de voix obtenues. Et à titre de comparaison, Donald Trump a par exemple reçu plus de voix que Barack Obama en 2008, alors que Barack Obama avait remporté l'élection. Peut-être également, à l'heure actuelle, aujourd'hui, le décompte fait état de 306 grands électeurs remportés pour Joe Biden, contre, il me semble, 232 pour Donald Trump. La victoire du candidat Joe Biden a été promulguée entre le 7 et le 11 novembre 2020. Une autre date, peut-être, qui a son importance, le 8 décembre, ça sera la fin des litiges électoraux et de la période de sécurité des États. Donc, ça va être une période décisive et pour laquelle la décision finale devra être prononcée sur qui les grands électeurs ont-ils choisi d'élire. Voilà. Comme chacun et chacune ici présent et en direct peut le constater, le titre de notre conférence est quelque peu interrogé, notamment cette opposition entre génération Z et seniors. Attention de ne pas nous prêter de mauvaises intentions, étudiants de Master 2. Cet antagonisme est voulu et soumet notre thème à une dichotomie apparente qui paraît provocatrice. Des théoriciens de la communication, des historiens, des sociologues s'offusqueraient à la vue de ce titre, à la lecture de ce titre, et ils auraient raison. Il s'agit en réalité de laisser de côté cette polarisation à outrance et cette répartition finalement en deux groupes distincts de la génération des jeunes et des moins jeunes. La réalité sociologique est en effet bien plus complexe et cette conférence, ce débat, cherche à mettre en évidence les spécificités des groupes d'électeurs aux États-Unis selon un prisme médiatique, selon un prisme communicationnel et bien évidemment sociologique. Donc, selon cette donnée de l'âge, pour déceler d'éventuelles tendances et transcender ces oppositions générationnelles. Nous avons choisi donc, je vais tout d'abord présenter nos intervenants qui nous font le plaisir d'animer avec nous en fait ce débat. Alyssa Frost, tout d'abord, diplômée du Bates College avec un bachelor's degree en sciences politiques et du gouvernement. Vous avez présidé la Law and Politics Club. Après un passage au US House of Representatives pour la membre du Congrès Chili Peggy, vous avez travaillé en tant que directrice des finances pour une campagne au Congrès dans le Maine en 2018. Bienvenue à vous. Thank you for joining us. Michael Stambolis, vous êtes le deuxième intervenant dans cette 12e édition de Sphère CPP, sociologue, diplômé de l'University of Los Angeles et de l'EHESS, spécialiste des études américaines et plus particulièrement des études de genre, que vous enseignez en tant que maître des conférences à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Vous êt également membre du CLIMUS, Cultures and Literatures of the Anglophone World. Bienvenue à vous.
Je passe maintenant à Vincent Tibéri, sociologue, professeur des universités, délégué recherche à Sciences Po Bordeaux. Vous travaillez notamment, et vous êtes spécialiste des comportements électoraux. Certains d'entre nous, et je crois même la majorité des étudiants de ce master de communication politique, on peut vous avoir en cours de sociologie électorale ou de théorie de la communication. Désolé. Merci à vous d'être là aujourd'hui et bienvenue. Et merci d'animer ce débat avec nous. Notre dernière intervenante, et pas des moindres, est Isabelle Vera-Masson, historienne, sociologue des médias et directrice de recherche au CNRS. Vous avez porté vos travaux de recherche sur les campagnes électorales dans les médias. Vous êtes diplômée de Paris 4 Sorbonne, Sciences Po Paris, et c'est au CEVIPOF que vous entamez vos premières recherches. Vous avez notamment été chroniqueuse également sur France Culture pour Le secret des sources. Bienvenue à vous dans cette 12e édition de Sphère CPP. J'ai aussi l'honneur de présenter les deux journalistes qui m'accompagnent en fait pour animer ce débat et pour vous poser des questions tout au long de cette soirée. Il y a Elisa Rollet, une master 2 du côté de l'ISIC, et Mélissa Chauvineau, étudiante également en master de communication politique à Sciences Po Bordeaux. Bienvenue à vous deux. Alors, c'est vrai que pour cette conférence, ce thème des générations est un thème qui balaye énormément de réalités sociologiques. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de partir et de quelque peu séquencer cette conférence en 3 grands thématiques de réflexion. Nous avons choisi tout d'abord de partir sur une analyse globale de ces enjeux des électeurs plus jeunes et moins jeunes, à savoir les stéréotypes de vote vis-à-vis des deux électorats, pour ensuite rentrer plus dans entre guillemets, le vif de notre sujet par rapport aussi à la communication publique et surtout politique ici, à savoir la communication des deux candidats en temps de campagne, sous le prisme des médias, mais également sous le prisme éventuellement de la sociologie, de la communication et aussi au niveau politique, et notamment leur communication envers ces électorats cibles. Enfin, nous terminerons dans une 3e et dernière partie en transcendant ces réflexions sociologiques, politiques, médiatiques et en regardant au-delà des générations pour peut-être s'interroger sur comment faire société ensemble au vu de cette polarisation en fait. Donc un regard croisé entre les thématiques générationnelles, la politique, les campagnes, les médias et également d'autres thématiques qui viendraient se rajouter à ces dimensions générationnelles. Voilà. Je laisse maintenant la parole à nos deux journalistes qui vont commencer à poser des questions sur cette première partie vis-à-vis des stéréotypes de vote. Merci beaucoup Julien pour cette entrée en matière. Bonsoir, je suis Mélissa Chauvineau. Je vais à présent ouvrir les questions avec monsieur Vincent Tibéri. Je m'adresse directement à vous. Donc, en sociologie, certains courants de pensée imputent la victoire de Donald Trump au contre-coup de montées de valeurs dites post-matérialistes, donc la tolérance, l'environnement ou la liberté, qui sont soutenues par des générations qui seraient jeunes et éduquées. Les seniors voteraient alors massivement en réaction à ces valeurs. Pour autant, est-ce encore applicable de nos jours aux États-Unis ? Alors, déjà, il faut clairement pas prendre et la génération Z. Je reviendrai éventuellement. Je suis pas un grand fan de cette idée de génération Z. Il faut pas prendre ni les générations Z ni les seniors comme des blocs monolithiques qui passeraient d'un côté ou de l'autre. Quand on regarde notamment le sondage sorti des urnes de CNN, on voit bien que parmi les moins de 30 ans, Donald Trump recueille quand même pas loin d'un tiers des votes, et parmi les plus de 65 ans, vous avez quand même quasiment autant de votes pour Biden que pour Donald Trump. Après, effectivement, derrière, il nous raconte quand même quelque chose de changement de valeur non négligeable aux États-Unis, et de manière intéressante, alors même qu'en France, on a encore des débats à n'en plus finir sur est-ce que l'écologie est de gauche, de droite, est-ce qu'elle peut être sociale ou pas. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas dans le noyau dur des valeurs parmi les plus jeunes des électeurs donc de Joe Biden, on constate qu'il y a à la fois des préoccupations très fortes sur les questions d'égalité et d'inégalité sociale, des préoccupations très fortes sur la reconnaissance
reconnaissance des minorités, des préoccupations également très fortes sur le réchauffement climatique et sur les droits en général à vivre sa vie comme on l'entend, etc. En face, effectivement, vous avez quand même des valeurs plus souvent conservatrices, notamment sur les questions culturelles, mais il n'empêche qu'il faut aussi bien avoir en tête que les seniors d'aujourd'hui sont beaucoup moins réacs qu'ils ne l'étaient il y a encore 20 ou 30 ans. Merci beaucoup, Monsieur Tibéri. Je rappelle que c'est un débat, donc si nos intervenants veulent réagir, évidemment, vous êtes libre de réagir aux questions, même si elles sont orientées à quelqu'un en particulier. Monsieur Stamboulis ? Je voulais juste dire qu'après, quand on regarde aussi dans les sondages, les questions qui motivent les jeunes, c'est aussi des questions qui sont matérielles, c'est-à-dire être remboursé pour ses études, avoir un boulot, avoir une sécurité de santé qui convient, etc. Donc là, je pense qu'il faut pas penser que les jeunes ne pensent pas à ces questions-là. Et que notamment la question des études et qui paie les études et comment les rembourser, tout à fait. Ça, c'est une question matérielle, à mon sens. Moi, si je n'attends pas une question, je pourrais remarquer que il y a quand même un changement dans cette jeunesse qui m'a beaucoup frappé en regardant cela pour vous. C'est que quand même 52% des 12-23 ans seulement sont blancs dans un sens non hispanique et noir. Donc c'est quand même un chiffre absolument considérable qui montre quand même que c'est une société américaine qui a changé profondément. Et ce qui me frappe beaucoup, et je me demande si c'est lié, c'est qu'il y a dans les deux partis dans les partis conservateurs et le parti démocrate, une part beaucoup plus importante de radicaux. C'est-à-dire que la droite, enfin les conservateurs et les démocrates ne sont pas fondamentalement changés par rapport à l'époque où la société était beaucoup plus WASP, mais en revanche, la part de cette frange radicale dans les deux partis, on l'a vu pour les Tea Party dans les élections précédentes et on l'a vu avec l'arrivée de Bernie Sanders, a d'une certaine manière modifié ce parti et surtout a modifié la frange radicale qui est surtout composée de jeunes, même si Bernie Sanders évidemment est assez atypique par rapport à ça. Donc la jeunesse a toujours été plus radicale dans tous les pays, en tous les cas les pays occidentaux, ceux que nous avons étudiés. C'est un trait que l'on comprend d'ailleurs en vieillissant. Mais là, elle a pris une version plus occidentale, plus européenne, pardon, ce que je voulais dire que nous. C'est-à-dire, moi, j'étais frappée de voir des points tendus en parlant de Our Revolution, c'est-à-dire le mot révolution, les points tendus, le fait de s'appeler communiste, ça me rappelait aussi les années 50, les années 60. Mais cette parenthèse de modération que nous avons connue depuis les années 60, 70, 80 semble être fermée avec l'apparition de cette frange, et cette frange radicale, elle est quand même portée par la jeunesse. Donc là, je trouve que votre séparation, les seniors et les jeunes qui traditionnellement nous faisons comme Vincent Tibéri, nous rappelons qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre des jeunes et des vieux lorsqu'il s'agit des exigences sociales, des valeurs, etc. Pourtant, là, tout d'un coup, elle semble un peu se radicaliser. Donc, quand vous parlez de mots stéréotypes, ça, alors là, je réagis comme Vincent a réagi quand vous parlez de Génération Z. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des stéréotypes. Le mot stéréotype ne marche pas. Hein. Il ne marche pas dans les exemples que vous prenez, parce qu'un stéréotype, par définition, est figé. Alors qu'il n'y a pas en matière de comportements électoraux, les choses bougent, se déplacent. C'est le contraire d'un stéréotype. Donc il y a des représentations, il y a des données à un moment donné plus ou moins figées, mais le stéréotype, non. Le stéréotype, il convient pas dans ces moments où tout est très fluctuant et où les choses se déplacent. Donc à la fois, il faut se méfier des oppositions vieux ou seniors, jeunes. Et en même temps, je trouve que jamais dans une élection américaine comme celle-ci, cette question n'a autant compté pour des raisons à la fois sociologiques et aussi à cause des personnalités qui sont en jeu. Si je peux revenir sur la question de la polarisation, je pense que c'est effectivement quelque chose d'essentiel pour comprendre ce qui s'est passé.
Ce qui est assez intéressant quand on reprend la sociologie électorale américaine depuis les années 50, on voit qu'il y a des phases où effectivement on va reprocher aux partis américains d'être pas assez polarisés, de proposer uniquement la même chose, typiquement les années 50, et donc il y avait un rapport de la American Political Science Association qui s'appelle Toward a More Responsible Two-Party System qui dénonçait ça. Dans les années 60, on se retrouve avec la question des droits civiques, la question de l'État-providence, la question de la guerre en Vietnam, une polarisation très forte. Là, effectivement, quand on compare, et le Pew Research Center a fait une très belle enquête sur la polarisation aux États-Unis, et on voit qu'effectivement, par rapport aux années 90, on est aujourd'hui à un niveau de polarisation aux États-Unis particulièrement fort, et qui en gros, commence avec Barack Obama et va s'accentuer avec Donald Trump. Et qui donc aboutit effectivement à repolitiser, mais c'est bien la politisation. C'est bien politisation parce que ça aboutit à une vraie participation. C'est-à-dire que du coup, les électeurs, effectivement, se politisent, se polarisent sur les questions d'inégalité sociale, effectivement, d'accès aux études, c'est quelque chose d'essentiel, mais aussi d'État-providence, de care de manière générale, des questions sur l'Amérique arc-en-ciel contre l'Amérique ouest, des questions sur le réchauffement climatique. Et en fait, ce que montre le Pew, c'est que sur ces différents domaines, il y a désormais des écarts conséquents et vraiment, on peut se demander dans quelle mesure ils pourront se réconcilier de ce point de vue, mais des écarts conséquents entre les deux électorats. Et donc, ça nous raconte effectivement que la politique, c'est important. Et quand la politique, il y a des vrais choix, vous avez une vraie mobilisation. Oui, alors les participations sont tout à fait frappants. Enfin, c'est incroyable, quoi. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre incroyable. Et je crois, d'après ce que j'ai lu justement dans le Pew et d'autres travaux, que c'est lié à votre question, c'est-à-dire la part de gens qui votent avant le jour des élections. C'est-à-dire les fameux électeurs à distance. C'est-à-dire 100 millions sur 150 millions. Alors, ça m'a tellement semblé énorme que je me suis demandé s'il n'y a pas une erreur. Donc ça veut dire que 100 millions, ça donne quelque chose une idée de la passion de la politique. C'est-à-dire qu'on peut même pas attendre le jour du vote. Alors on a tous eu ça dans nos vies, où on se dit est-ce que je vais pouvoir attendre jusque-là? Mais eux, comme ils peuvent ne pas attendre jusque-là, ils votent jusqu'à très longtemps avant. Et donc ça donne un sentiment, je trouve, de la passion des votes. Et apparemment, ce serait surtout les jeunes qui auraient voté assez tôt. Alors justement, si je peux me permettre, Isabelle Vera-Masson, c'est un thème qu'on va aborder sur notre question suivante, que je vais d'ailleurs adresser directement à Alyssa Frost sur le vote par correspondance, qui a, comme vous l'avez dit, a été massivement utilisé lors de ces élections, et d'ailleurs davantage par les démocrates que par les républicains. Comment cette nouvelle modalité de vote a-t-elle perturbé la dynamique traditionnelle de vote? So, Alyssa, the mail-in ballot system was massively used during this election, obviously because of the COVID crisis, but we heard that it was more used by the Democrats than the Republicans. Is that true? And how this new way of voting has changed the traditional way? Were there new impacts? Yeah, I definitely wanted to also agree with everything everyone was saying in terms of the polarization and in terms of the way that both parties framed mail-in voting. So I think at the end of the day, what I saw at a local level, a state level, and a federal level is that the Republicans consistently said that mail-in voting is fraud. And for Democrats, this was a really great in terms of accessibility. There's been so many states who have been doing mail-in voting for years. They're secure. Our elections are military uses it. States like Oregon, Utah, they all use it. And so with this push, there's an extended amount of time you could drop off your ballot, you could vote in early. And in terms of opening up this accessibility was really great for not just the older generation, but also the younger generation who are taking care of family members because of COVID. So in terms of the way, we had such a large voter turnout, as I'm sure you guys saw play out the days after the election, which is quite chaotic, but as predicted, once, those election day votes came in, which were primarily Republican, as Trump and the GOP consistently said, don't trust mail-in voting, don't trust any of that. It's all fraud. It's fake. Vote on the day of. But what happened was that all these people had placed their mail-in ballots, and a lot of states actually had to wait to count theirs. We saw that dramatically increase after. Yeah, and I'm sure we could also talk about later on in terms of voter suppression.
consistently undermining our democratic processes, which in terms of mail-in voting, and in terms of in the middle of a pandemic, which we are not handling well at all, mail-in voting was super important, and the Republicans kind of stepped on their own foot in terms of limiting their own basis in the end. Merci beaucoup, Alyssa. Tout à fait, comme vous l'avez dit, le vote par correspondance a été très utilisé, surtout par les jeunes. Et je pense que vous avez raison de dire qu'en temps d'épidémie mondiale, de manière sanitaire, c'était très important donc de voter sainement, de prendre le temps. Et même si le camp du président Trump a assuré que le vote par correspondance était de la fraude, je pense que c'est quelque chose qui a totalement joué dans les résultats donc de ces élections, comme on a pu le voir. Donc je me tourne ici vers Michael Stambolis. Ça prouve que du coup la société américaine est très polarisée. Donc en ce qui concerne peut-être les générations, n'est-il pas dangereux de les opposer systématiquement via la rhétorique un peu de la jeunesse qui est porteuse d'avenir et des stéréotypes de vote, entre autres? Je voudrais parler peut-être ici de la question de l'agisme. Je pense que c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse adéquate. Alors, je vais être un petit peu méchant, mais qui crée ce clivage-là? Le clivage, il vient d'où? C'est-à-dire que vous avez en annonce, vous avez dit, on fait ça par provocation. Mais si on arrête de faire ça par provocation, peut-être qu'on peut essayer de réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'à vouloir à tout prix créer un côté et de l'autre, on peut aussi être dans la reproduction d'un phénomène qui n'existerait pas nécessairement. Pour préparer, ça répondra pas totalement à la question, mais j'aimerais bien essayer de donner un exemple de ce que je pense. C'est que, en fait, quand on regarde les résultats entre 2016 et 2020, il n'y a pas vraiment une différence. C'est-à-dire que les tranches d'âge, si on regarde les 4 tranches, 18-29, 30-44, 45-64 et plus 65. Les catégories qui ont voté pour Trump ou pour Biden ou Clinton en 2016 n'ont pas changé. Les marges ont changé, mais en gros, les 18-29 et les 30-44 votent démocrates, ont voté démocrate en 2016 et l'ont fait en 2020. Avec des changements sur les marges, mais disons que là, on n'observe pas un gros changement dans les tendances. Bon, ça répond pas à votre question d'opposition de génération. Mais l'autre chose que je voulais comprendre, parce que ça, c'est au niveau national, aux États-Unis, il est tout à fait intéressant d'un point de vue sociologique, médiatique, de réfléchir au niveau du pays. Mais quand on part d'une élection présidentielle, ça n'a que son sens si on regarde dans les États. Donc, moi, je crois qu'il faut regarder dans les États. Et moi, ce que j'ai pu constater en prenant quelques États, j'ai pris la Californie, j'ai pris l'Alabama et j'ai pris la Pennsylvanie pour voir un peu donc l'Alabama qui a voté en 2020 donc à 62% pour Trump. En Californie, c'est à 63% pour Biden. Eh bien, on regarde que les âges suivent aussi la tendance. C'est-à-dire que, certes, en Alabama, les 18-29 ans ont voté à 54% pour Biden et à 44% pour Trump. Mais après, toutes les autres tranches d'âge ont voté pour Trump. C'est-à-dire que les électeurs, même jeunes, en Alabama, ressemblent aux électeurs d'Alabama. Donc là, on peut voir davantage de similarités et dans le sens inverse pour la Californie. Et dans les États clés comme la Pennsylvanie, ça ressemblait tout à fait aux statistiques nationales. Voilà. Donc, je pense qu'il serait intéressant, si on veut voir des points de convergence, c'est de voir, en fait, comment les gens votent autour d'eux. C'est aussi pour ça qu'il faut croiser tout ça avec des questions de race, de classe, de religion et d'autres variables qui sont probablement beaucoup plus intéressantes pour comprendre la façon dont les gens ont voté aux États-Unis que l'âge, en réalité. Moi, je crois que l'âge, c'est peut-être la variable la moins intéressante pour comprendre le comportement ici. Après, étant né en 1982, je m'oppose par principe à toute question de génération parce que je ne me considère pas comme millennial. Voilà, moi j'ai une sœur qui est née en 94 et on est censé être de la même génération, mais on n'est absolument pas d'accord. Voilà, donc je dis ça comme ça parce que ça me fait rigoler, mais bon, la question de génération, j'y crois pas complètement. Enfin, après, je ne suis pas non plus sociologue du comportement électoral, donc là, il faudrait voir avec mes collègues spécialistes de la question, mais voilà ce que je peux apporter comme un début de réponse à votre question. Du coup, en tant que sociologue
Monsieur Vincent Tibéri, je m'adresse à vous. Est-ce que je peux réagir sur ce que Michael a dit? Bien sûr, allez-y. Ouais. Il y a pas mal de choses à décortiquer. Effectivement, je suis d'accord avec Michael sur l'idée que l'âge est pas suffisant comme variable. Parce que l'âge, en fait, très souvent, quand on réfléchit en termes d'effet d'âge, on réfléchit en termes d'effet cycle de vie, on oublie qu'il y a effectivement un impact fort du moment où on est né. Et donc, c'est là où les générations redeviennent importantes. C'est-à-dire que les baby-boomers, qui sont maintenant les seniors, ont pendant longtemps été ceux qui, aux États-Unis, ont donné le ton et ont clairement bousculer cette société, notamment dans les années 60 et dans les années 70 avec les combats féministes, les combats pour l'égalité raciale, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont effectivement représentatifs. Certains d'entre eux sont représentatifs d'une gauche américaine qui ont beaucoup bougé. Mais on oublie, donc, quand on travaille sur cette génération des baby-boomers, que vous aviez aussi à côté toute une génération silencieuse de baby-boomers qui, par contre, partageaient un certain nombre d'attitudes clairement conservatrices en matière de religion, etc. Et en fait, ces effets de génération peuvent avoir un poids, notamment quand les jeunes se déplacent pas. Je le vois en France, les baby-boomers étaient plus en faveur de l'égalité sexuelle en France que les gens nés avant-guerre. Maintenant, ils le sont moins que ceux qui sont nés après eux. Donc, quelque part, les baby-boomers en plus, les baby-boomers ont eux-mêmes progressé sur ces questions-là. Donc, il faut bien avoir en tête que les sociétés dans lesquelles les gens grandissent les structurent fortement pour le reste de leur vie. Après, eux-mêmes s'adaptent. Là où je rejoins fortement Michael, c'est qu'il faut aussi bien avoir en tête qu'il y a d'autres variables à prendre en compte. Effectivement, la question de l'origine, la question de l'appartenance à une ethnic minority aux États-Unis est super importante. Le vote afro-américain est resté très très fortement démocrate depuis longtemps. Les latinos sont désormais à plus de 60% pour les démocrates. Et puis il y a effectivement cet effet très fort du contexte géographique qui fait que en Alabama, dans le Midwest en général, c'est pas le même électorat, c'est pas les mêmes univers de valeurs, les mêmes univers de mode de vie que dans d'autres États. Et même quand on regarde au niveau de la Californie, il y a la Californie bleue des côtes. Et puis il y a la Californie terriblement rouge de la campagne, où là, les choses sont plus du tout les mêmes. Et cette Californie de la campagne disparaît complètement quand on regarde à l'échelle de l'État. En gros, être démocrate en Californie aujourd'hui, voilà, quoi, vous vous sentez à l'aise. Il y a plus de 66% de vote démocrate, c'est juste assez impressionnant. Peut-être, Alissa, si vous voulez réagir sur cette question, puisque vous avez un pied dans la génération des millennials et un pied dans la génération Z, est-ce que vous pensez que cette question de l'âge est la plus importante aujourd'hui pour le vote aux États-Unis? Alissa, if you can maybe react, since you have a foot in the Gen Z, do you think this question of generation is the more important now? Or do you think there's other factors like the state you live in and other factors? I'm on the cusp of Gen Z right there. But I was going to add on there. So in terms of demographic breakdown, as I believe it was Michael or Vincent was talking about, the demographic breakdown was largely the same. Unfortunately, white women, they voted even more for Trump. Latino vote went up for Trump. But one big thing, I think, to distinguish, and I live in a relatively conservative district in my state, is that there are a lot of lifelong Republicans who are fed up with what has happened to the Republican Party. I have, unfortunately, family who are Republicans, and they weren't even voting for Biden. It was just against Trump. So there's this rhetoric of, I'm going to vote. A lot of first-time voters, unfortunately, we have usually a low voter turnout. As you guys saw, we had a high voter turnout, and a lot of it was just against Trump. That's what we saw on a federal level, and why us Democrats lost a lot of seats in the House, why we basically lost all of our so-called toss-up Senate races was because people still voted Republican along party lines locally, but in terms of generations, baby boomers
they were the ones who still voted with their Republican senators, their Republican congressmen. But it was the Gen Z who were young, who were first-time voters and wanted to get out and get involved, whether that be at the polls or like protesting. And I think that was the big difference in this election, was that organizations like the Lincoln Project were very much Republicans for Biden, which we saw. Très bien, je vous remercie. Peut-être pour clôturer cette première partie, Vincent Tiberi, je m'adresse à vous pour mentionner ce dont on a parlé un peu plus tôt sur le système américain et le fait qu'il soit bipartite. Est-ce que vous pensez que ça contribue à polariser les électeurs jeunes et les seniors selon des schémas de vote qu'on pourrait appeler prédéfinis? Est-ce que vous pensez vraiment que ce système démocrate et républicain d'un côté, ça permet de polariser les électeurs comme... Et pendant tout un temps, vos camarades, il y a 10 ou 15 ans, auraient dit le contraire. Aurait dit que le fait d'avoir juste un duopole partisan aboutissait à ce que les partis aillent chasser sur les terres de l'électeur médian, triste, et justement ne permettent pas de polarisation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait reproché à Biden comme étant a priori un candidat beaucoup trop centriste pour justement porter cette polarisation, ce qui ne s'est pas avéré, en tout cas du point de vue électoral. Donc, par contre, ce qui est compliqué dans le système américain, c'est que du coup, si vous voulez faire changer la société américaine, vous êtes obligé de passer par les deux grands partis. Alors même que dans d'autres systèmes électoraux, je pense à un système de représentation proportionnelle, vous pouvez très bien commencer à grignoter de l'influence en créant d'autres partis. Typiquement, vous êtes un écologiste aux États-Unis, vous aviez la possibilité de voter pour le Green Party en 2000, et donc ça a notamment favorisé l'élection de Bush Jr. Vous pouviez voter pour la candidate écologiste en 2016, ça a peut-être empêché Hillary Clinton d'être élue dans certains États clés. Donc voilà, typiquement, vous êtes obligé de passer par ces partis. Ça, c'est plus ennuyeux, quelque part. J'aimerais bien rajouter juste quelque chose avant qu'on change de sujet, parce que je pense que ça peut être avoir une certaine pertinence en parlant à la fois de bipartisme et de génération. C'est que je crois qu'il faut aussi être attentif aux phénomènes qui sont pas forcément des phénomènes de politique et de stratégie politique, notamment à l'intérieur des partis qui sont pas forcément très très visibles. Donc là, récemment, quand on essaie de tracer les genèses des idées du Trumpisme, on peut les tracer jusqu'à Barry Goldwater et une mise en place d'une stratégie lente en bruit de fond dans le Parti républicain pour changer fondamentalement le Parti républicain. Et je pense que le républicain qu'on voit aujourd'hui est le fruit d'un travail très lent, qui a été fait de manière très intelligente, avec beaucoup d'argent, avec la construction de lobbies, de think tanks et autres organismes pour financer notamment des jeunes. Donc, je pense qu'il faut voir le rôle des jeunes et notamment des baby boomers à l'époque. Mais même plus récemment, si on pense par exemple à David Duke, qui a été très important pour changer le virage chrétien nationaliste du Parti républicain, était jeune, était beau, savait très bien parler, et que c'est la même chose aujourd'hui. En même temps que Biden, de l'élection de Biden, il y a eu aussi l'élection de Madison Cawthorn, qui est un jeune qui a 24 ans dans la Caroline du Nord, qui est ultra conservateur et qui représente le nouveau visage jeune et beau et séduisant du Parti républicain. Donc, je pense qu'on peut aussi chercher des exemples de l'autre côté. Donc là, ces exemples-là permettent de voir comment, dans un système de biparti, il faut des mouvements de fond qu'on essaie de regarder. En partie, la jeunesse, en ce qui concerne le Parti républicain, a joué un rôle très important pour changer le visage du parti tel qu'on le connaît. Elisa, is it possible to add on to what Mikhail was saying? Of course, yeah, go ahead. Yeah, Sure. I heard about Madison. You mentioned Madison Cawthorn, and that's another thing we've unfortunately seen in my generation for conservatives is a lot of
ones who are Trumpers, so not even Republicans. So like Madison Cawthorn, he's a Nazi sympathizer. We had Marjorie Greene in Georgia, who basically is a QAnon. I don't know if you guys have heard of QAnon. That has taken up a big basis here, which is very scary. I know people in my community who are QAnon believers. And so we saw this, as you're talking about the polarization, as you're consistently going farther away from each other in terms of we have ones who are just anti everything demographic versus in the Democratic Party, we have a lot more people who want to be progressive. So Stacey Abrams in Atlanta, who was credited with registering 800,000 people. And so then what happened, as you guys saw, when everyone wanted Bernie Sanders, a lot of younger people preferred Bernie, but instead the Democratic Party has made this mistake time and time again with choosing the moderate because it's the safe option. And then we get a lot of infighting. Like right now, there are a lot of Democrats who are blaming the progressives for why the moderates lost the seats. And this problem, as we're going into 2022, is going to get worse if we can, in terms of our House candidates, keep sticking to the moderate way, because a lot of people prefer us going more left. And even though right now we're not even that left in terms of our Democratic Party. So. Madame Vera Masson, Isabelle Vera Masson, je vous voyais réagir à ce que Vincent Tiberi disait par rapport au système électoral américain. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter quelque chose peut-être? Oui, non, c'est toujours amusant de penser à ce qu'on nous apprenait quand j'étais à Sciences Po, où effectivement on nous apprenait que le système de deux partis, contrairement au système français, contribuait à limer, à effacer les divergences. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort, ce qui prouve que à chaque fois qu'on explique quelque chose par un système institutionnel, on se trompe. Les constitutionnalistes devraient le savoir, et ceux qui veulent faire une 6e République aussi. Mais c'est évident que les choses ont changé, et n'ont pas changé à cause des institutions, mais ont changé à cause de la société qui a changé, probablement la situation internationale, et aussi, faut-il le dire, mais la question des médias. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que le système médiatique a été profondément changé entre l'époque où j'étais à Sciences Po et maintenant, et que les sociétés sont confrontées à l'émergence d'une opinion publique qui se fabrique de manière très très différente de celle que nous connaissions à travers les journaux et les salons. Donc là, effectivement, les questions du net a permis à des voix minoritaires de s'agréger et d'être plus importantes. Et à l'intérieur même des partis, ayant cassé la spirale du silence, ces minorités agrégées par le net ont pu jouer un rôle alors qu'elles se seraient peut-être tues, seraient peut-être pas intervenues dans l'espace public à l'intérieur de leur parti. Donc là, le système médiatique a probablement joué un rôle très important dans la polarisation, dans la radicalisation, dans l'émergence d'un certain nombre de thèmes qui paraissaient marginaux et qui finalement se sont avérés plus importants qu'on ne le pensait, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en profiter pour faire émerger la question de la communication. Justement, par rapport à ce que vous dites, en fait, ça va faire une transition parfaite avec notre deuxième partie, en fait, de cette conférence, qui va être plus axée, en fait, sur la communication, qu'on peut voir sous l'angle du média, sous l'angle des médias, sous l'angle politique et même sous l'angle public. Je rappelle à nos spectateurs que vous pouvez réagir sur #SphereCPP12 et poser des questions à nos intervenants. On se fera un plaisir de leur poser à la fin de la conférence. Comme je le disais, on va basculer sur cette deuxième partie qui va plus porter sur la communication médiatique, politique, publique des deux candidats et du système médiatique américain vis-à-vis de ces électorats cibles. Je laisse la parole à nos journalistes qui vont justement introduire cette deuxième partie. Oui, alors c'est parfait que vous ayez fini la première partie de cette manière, Isabelle Vera Masson, car comme vous vous rappelez au début de la conférence, nous avons parlé donc de ce taux de participation absolument record dans l'histoire des scrutins américains. Donc pour vous rappeler, près de 62%, plus de 160 millions de personnes ont participé. Donc pour continuer dans cette idée de communication et de stratégie des campagnes, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien direct
de cette situation, cette communication et cette stratégie de campagne pourrait avoir un lien direct avec les deux candidats de cette année? C'est à moi que vous parlez? Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous savez, on travaille évidemment en tant que sociologue des médias beaucoup sur la question des effets, de l'influence des médias, etc. Et on est toujours, à chaque fois qu'on fait de la recherche empirique, un peu déçu d'en trouver assez peu. En revanche, s'il y en a un qui est, mais est-ce qu'il s'agit d'un effet? En tous les cas, il y a un lien très fort, c'est la question effectivement du rôle des médias dans la participation. C'est-à-dire que les médias permettent d'intervenir dans l'espace public, que les citoyens se reconnaissent, partagent les thèmes, se les confrontent, focalisent leur amour ou leur haine. On le voit dans le vote Trump, ça a été extraordinairement important, puisque la décision de voter pour Biden, pour certains jeunes justement, a été à Biden c'est pas ma tasse de thé, mais je dois voter contre Trump. Et donc c'est à ce niveau-là que la question des médias est extrêmement importante. Alors, on avait étudié la question des médias, des médias Internet numériques à l'époque d'Obama, et on s'était aperçu que justement les médias numériques avaient assez peu d'influence, de rôle, d'effet en ce qui concerne le vote Obama ou le vote opposé à Obama, mais que les médias numériques avaient surtout été utilisés justement pour mobiliser de l'argent, mobiliser des gens pour descendre dans la rue, mobiliser, c'est-à-dire que finalement, les médias numériques, c'était quand même amusant quand on est historien, finalement avaient joué le rôle de mobilisation pour faire voter à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils avaient servi finalement à mobiliser des gens pour aller dans la rue, pour distribuer des tracts, pour aller faire du porte-à-porte à l'ancienne. Donc c'était assez intéressant, et que les vieux médias avaient joué un rôle déterminant. Donc d'un côté la mobilisation, et de l'autre côté les idées, le choix des candidats, etc. Donc je pense que c'est passé de manière un peu différente pour les élections récentes, mais tout de même c'est à travers le numérique qu'on l'a mobilisé, c'est à travers le numérique que l'on a appelé à voter. Moi, j'ai trouvé formidable le spot que vous devez connaître tous par cœur, qui s'appelle Don't Vote. Vous savez, ce sont ces Américains âgés qui expliquent aux jeunes qu'il faut pas aller voter. Don't vote. Et ils leur expliquent que c'est pas la peine que eux, de toute façon, les vieux Américains, ils s'en foutent d'aller voter parce que ils vont mourir. Donc la question du climat ne va pas compter. Que de toute façon, les morts, les assassinats collectifs dans les écoles, ils s'en foutent. Ça fait très longtemps qu'ils sont pas allés à l'école. Que l'argent, ils vont quand même pas voter pour l'argent, de toute façon, ils en ont plein. Enfin, c'est une espèce de spot extraordinaire qui explique la différence entre les personnes âgées et les vieux, passe à travers un spot image. Encore une fois à l'ancienne. Donc voilà, je pense que la mobilisation, elle a été comment dirais-je, encouragée par les médias, en particulier par le numérique, mais sans aucun doute, ce n'est pas grâce ou à cause des médias fondamentalement que les gens sont allés voter en masse. Ils sont allés voter pour des raisons bien anciennes, c'est-à-dire les thèmes que nous connaissons et qui ont focalisé le vote américain. Et là, il y a eu le sentiment qu'il fallait aller voter contre Trump ou pour Trump, et c'est parce que les candidats ont été extraordinairement cristallisants qu'il y a eu cette masse d'électeurs. Ce n'est pas parce que les médias ont dit d'aller voter qu'ils sont allés voter. En revanche, on voit bien que le rôle des médias a encouragé ce que les gens avaient envie de faire, leur a donné des raisons, leur a donné des éléments, leur a dit où aller, leur a signifié là où il fallait se mobiliser plus, enfin, leur a donné de l'information, leur a donné des éléments pour se mobiliser. Peut-être pour enchaîner sur cette question de campagne dans les médias, pour une vision plus locale, Alyssa Frost, d'un point de vue français, certains peuvent avoir eu l'impression d'avoir deux campagnes relativement classiques et traditionnelles en termes de communication. Quelles sont pour autant les différences que vous avez pu voir, ressentir entre les deux communications des deux candidats? So, Alyssa, you need to tell us how it really is in the US, because in France we felt like it was a very traditional campaign for both parties in terms of communication. But did you see true differences in both candidates' campaign?
Yeah, I mean, like what I was saying early on in terms of like party differences. So a lot of local parties. So I'm in the state of Massachusetts and the Democrats have a super majority. So what the chairman did, and my candidate who I was on the campaign for, she actually beat him out in 2018. What they took the rhetoric of their party platform and they just applied it across the board. So, usually back in 2018 when I was in Maine, and I worked for all the state rep candidates, what I saw was a differentiation in terms of, I'm not a politician. I'm a person. This is my platform. It may not fall on party line. That's why we have a lot of independents up there. But this year, what I found is a lot of grouping together. So in terms of like my candidate who's progressive, but not like, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders type, they painted all Democrats as radicals, wanting to kill babies, blow up police stations. And that was across the board, no matter, what, and my candidate who is in one of the most conservative districts has done so much. And people believe that because it's what Fox News, it's what all these right-wing medias have pushed. But on the other hand, it was a completely different year in terms of campaigning. Everything was virtual. So we had the advantage in terms of having a really lively field program, and a lot of more people wanted to get involved. So I trained so many new volunteers who wanted to get involved. And so what we were watching was that a lot of the Republicans had no field strategy versus us Democrats are really good at making calls, having FaceTime with voters. And that is what got us our IDs and got our voters. Et de toute façon, il y a des éléments, alors là, pour le coup, historiques dans cette campagne-là, c'est le Covid. Donc, cette campagne restera comme une sorte de parenthèse, il n'y a pas de précédent, il n'y aura pas, j'espère, de traditions qui vont se créer à partir de là. Par contre, on va peut-être se servir de ce qu'on a découvert à cette occasion pour faire de la politique plus longtemps, Zoom, etc. Mais c'est vrai que on ne peut pas véritablement étudier cette campagne électorale dans le sillage de ce qui s'est fait ou de ce qui se fera, parce qu'il y a eu des contraintes tout à fait particulières. On l'a vu en France, nous, quand il y a eu les élections municipales, où il s'est passé il y a eu des campagnes qui ressemblaient absolument, et d'ailleurs des résultats électoraux qui sont aussi très 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 particuliers. Donc ça, je crois que c'est qui ont sûrement été influencés par les circonstances sanitaires. Donc là, évidemment, c'est une campagne qui s'est faite. Les résultats sont probablement expliqués par les questions sanitaires et qui se sont faites dans des conditions qui sont justifiées par les questions sanitaires. Donc, on pourra difficilement en tirer des enseignements sociologiques ou politiques. En revanche, les historiens étudieront ça comme un grand événement, un événement monstre de l'histoire de l'Amérique. Moi, ce que je voudrais aussi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est le rôle de la télé-réalité. C'est-à-dire que je pense que quand même Donald Trump a gagné les élections lorsqu'il a gagné, aussi parce qu'il avait été un héros de la télé-réalité et que ce qui se passait dans le pays ressemblait à The Apprentice, et on l'a laissé finalement, c'est un héros de The Apprentice de la télé-réalité qui a gagné, et on trouvait normal qu'il agisse comme un héros de télé-réalité, qu'il parle comme un personnage de télé-réalité, et ce qui nous semble absolument sidérant, finalement, retrouver un écho aux États-Unis où on le connaissait en tant que personnage de la télé-réalité. Et il y a quand même une espèce de déclin de la télé-réalité dans nos sociétés. Ce qui a été très très fort à une époque ne l'est plus, et on a le sentiment quand même que c'est là aussi, je dis ça un peu pour jouer, mais il y a quand même le déclin de Trump, c'est aussi le déclin d'un genre télévisuel. Et je pense que la télévision américaine et la télévision française, et avec les chaînes d'information continue, est plus politique qu'elle ne l'était il y a quelques années. Merci beaucoup Isabelle Vera-Masson. Mais je voyais Michael Stambolis réagir à ce que disaient Alissa et Isabelle Vera-Masson. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces constatations. Après, je ne veux pas non plus nous dérailler quelque part, mais en fait... pas du tout. Ce qui me frappe un peu pour moi, quand j'essaie de comprendre le rôle de
des médias, c'est surtout par le biais de la publicité, l'utilisation de la publicité, l'utilisation des publicités en ligne. Donc les médias, donc pour moi les médias, ça comprend aussi les réseaux sociaux, puisque en fait les gens ils s'informent majoritairement. Évidemment, Facebook est devenu le premier mode d'information. C'est ça. Alors du coup, moi je vais dire quelques généralités qui sont peut-être pas forcément empiriquement vraies, mais j'ai quand même le sentiment que les républicains font tout pour gagner. En fait, ils sont prêts à tout faire pour gagner, y compris ne pas faire voter des juges proposés par Obama à l'époque, pour ensuite faire valoriser au Sénat, enfin confirmer au Sénat des candidats juste avant l'élection. Donc à mon sens, les républicains sont prêts à tout faire, y compris l'utilisation des réseaux sociaux pour cibler la communication de manière très précise. Donc, si on regarde par exemple l'affaire de Cambridge Analytica, qui était en gros, on récupère toutes les informations des réseaux sociaux pour créer des messages ultra ciblés. Et il s'avère que, en réalité, quand on regarde ce qui se passe en Géorgie en ce moment, ça s'appelle plus Cambridge Analytica, mais ça a changé de boîte. On peut retrouver ces stratégies-là. En Géorgie, il y a des républicains qui font du porte-à-porte. Et là, quand ils frappent à la porte, c'est pas juste, je sais que c'est une femme qui habite à telle ou telle adresse et qui, aux dernières élections, a voté républicain. On sait qu'il s'agit d'une conservatrice, qu'elle est catholique, qu'elle a liké des pages qui étaient contre l'avortement, qu'elle a 2 enfants, qu'elle adore. Donc là, j'y vais. J'ai un message que le Parti républicain m'a donné pour dire, voilà, face à tel ou tel type de profil, vous dites ça. Là, franchement, je trouve que les républicains ont su peut-être, on parlait d'Obama comme étant le premier à savoir saisir le pouvoir des réseaux sociaux. Moi, je pense que les républicains, ils ont largement pris la main. Je pense que ça reflète en partie aussi les structures, notamment au niveau présidentiel, mais aussi du Sénat, qui font que les républicains n'ont absolument pas besoin de jouer le même jeu que les démocrates. Si les démocrates veulent gagner, ils sont obligés de convaincre beaucoup de monde. Si les républicains veulent gagner, il faut qu'ils convainquent des gens qui sont déjà convaincus quelque part, puisqu'ils n'ont pas besoin d'avoir la majorité de la population. On peut très bien gagner une élection présidentielle tout en ayant perdu. On est là, la dernière fois, c'était 3,5 millions d'électeurs qui ont voté pour Clinton. En plus, donc, les républicains, ils peuvent adopter une stratégie plus ciblée sur leur base et les démocrates sont obligés d'utiliser les médias et peut-être ont recours davantage aux médias traditionnels puisqu'ils ont besoin de tapisser large. Et là, ce que j'ai cru comprendre, c'est aussi que Biden, il avait beaucoup plus d'argent à la fin de la campagne cette fois-ci et qu'il a dit, bon, quitte à avoir de l'argent, on va faire des spots publicitaires à la télé, même dans les États où on n'est pas sûr de gagner. Et que Trump, il n'avait pas beaucoup d'argent cette fois-ci. Il a vraiment ciblé certains États avec des messages ultra précis par le biais des réseaux sociaux. Je pense que ça reflète en partie aussi les différences structurelles qui reflètent un peu le collège électoral, le Sénat qui favorise les États un peu peuplés, etc. Moi, j'essaie de voir ça un peu, l'utilisation des médias en plus des stratégies qui sont obligées par la structure, quelque part, par les institutions. Alyssa Frost, est-ce que vous pouvez éventuellement confirmer ou très vous positionner en réaction de ce qui a été dit par Michael Stambolis? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu constater, vous, avec votre expérience de terrain, de locale américaine, de votante? Yeah, if I understood correctly, you were talking about like voter engagement and voter turnout and like the high, like getting people registered to vote. For me, it's more like if I understand correctly, the Republicans have, in certain key states like Georgia, for example, have really detailed information about voters that they can use to address really specific messages to them that they get thanks to spending money on companies who scrape people's data off of social media websites. Yeah, and I witnessed that firsthand, like TikTok. That was, I think, a tool that, in terms of every single website, was register to vote, targeting people. I know the software we use in terms of targeting voters, as this was a completely virtual campaign, a lot of people were getting super fed up. I don't know if you saw Susan Collins' race in Maine for such a small state.
people were just overwhelmed. And that's why, unfortunately, Sarah Gideon lost so badly, is because it was just almost like an overwhelming amount of information, constantly mailers. Like I was in charge of a mail program, and everyone knows you look at a mailer and throw it out, but it was like people were getting like 20 mailers at a time. And unfortunately, as I was touching upon just now, for the opposite side, and I witnessed this at a local level, my candidate, she's an attorney. She has done countless amounts of works for disenfranchised communities. She faced a Trump-style candidate who had no experience whatsoever. In the debates they had, came, and we saw this across so many different races, came relatively unprepared, didn't know anything about the state legislation, but because they were a Trump-style candidate and they accused every single Democratic candidate of being, a baby killer, destroying the suburbs, blowing up police stations, people bought it. And so that is where, in terms of like pushing this agenda, everyone just automatically would vote that way, wouldn't even look at the other side and what their policy stances are. So I don't know if that adds to what you're saying, but certainly in terms of getting those two types of voters, single issue voters, and I think the GOP saw this in every single state. They saw they were losing most handily because of Trump's and the Republicans' governors' refusal to handle the pandemic, and people were angry, and that in a sense empowered people to get out to vote, and that's how Riding with Biden started, and all these other folks. So. Merci beaucoup pour ce complément d'information qui est vraiment nécessaire aussi à votre, finalement, pour apporter aussi un peu d'expérience de terrain, comme je le disais, d'électrice. Peut-être que nos journalistes ont une dernière question ou une question pour compléter ce débat sur la communication, sur les médias et sur ce qui a rythmé en fait cette campagne. Oui, merci Julien. Alors, pour clôturer cette deuxième partie, j'ai une question qui s'adressera donc à vous toutes et tous. Alors, si Trump a désormais, il semble avoir accepté la transition du pouvoir, il a reçu donc les représentants républicains des États concernés pour faire pression pour qu'ils ne reconnaissent pas le vote. Donc, face à ça, des médias télévisés comme CNN reste extrêmement prudent dans la manière de décrire les manœuvres du président Trump. Est-ce que Donald Trump est devenu un despote qui tait son nom ? Je peux commencer peut-être. Bien sûr. Je vais encore être méchant avec vous quelque part, mais moi je ne suis pas journaliste. Je suis content de ne pas avoir choisi ce métier-là parce que je ne l'entends pas. Moi je suis sociologue et je pense qu'il faut dire des choses comme elles sont. Alors il faut aussi avoir aussi je sais pas, il faut aussi savoir reconnaître quand on a tort. Mais moi ce qui m'énerve avec le journalisme, c'est que c'est quelque chose que j'aimerais étudier parce que c'est un phénomène que je trouve fascinant. C'est on donne toujours le bénéfice du doute aux puissants quelque part, c'est-à-dire que Trump il peut faire des choses, mais parce on peut pas l'appeler raciste parce que c'est trop. Donc il faut dire que il aurait potentiellement dit des choses qui peuvent peut-être heurter certaines sensibilités. Ça ne sert à rien pour décrire la réalité, je pense. Et il y a une certaine réticence, à mon sens, encore une fois, je ne suis pas journaliste, c'est ma perspective peut-être personnelle et ça exprime une certaine frustration, à vouloir toujours dire qu'il y a deux côtés des choses, à vouloir toujours dire qu'il y a... il y a une certaine peur, comme le mot racisme, on ne pouvait pas le traiter de raciste parce qu'il pourrait dire je ne suis pas raciste et puis les journalistes ils seraient obligés de dire Trump il a dit qu'il n'est pas raciste donc il n'est pas raciste. Sauf que je trouve que les journalistes devraient dire de manière empirique est-ce qu'il est ou pas, comment le mesurer, mais on ne fait pas ce travail-là en fait, on fait le porte-parole là quelque part et ça je trouve ça très frustrant. Donc, du coup, je trouve que ça dépend des journaux. Forcément, les sites de fake news n'ont aucun problème à dire n'importe quoi. Donc, je n'encourage pas non plus à dire n'importe quoi. En revanche, je trouve qu'à vouloir à tout prendre avec des pincettes pour des questions de crédibilité, alors est-ce qu'il y en a toujours de crédibilité ? C'est une question. En gros, ça empêche de dire certaines réalités
En l'occurrence, je ne pense pas que Trump pourra faire quoi que ce soit. Il va devoir partir, c'est pas à lui de décider. Mais de ne pas parler de certaines choses de manière claire est à mon sens problématique. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être par sens de responsabilité professionnelle, que ça fait partie de la doxa de votre métier. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais à dire par rapport à ça. Moi, dans ce sens-là, je me suis retrouvée un jour sur un plateau de télévision avec une dame qui est journaliste, correspondante de je sais plus quel journal aux États-Unis pendant 15 ans. Enfin, c'est une dame assez respectable. Et elle a commencé sa phrase en disant, on parlait de ce même sujet, en disant, écoutez, on ne peut pas dire, on ne peut pas quand même pas dire que Trump n'est pas un homme extrêmement intelligent. Donc, s'il fait ça, c'est que. Et je me suis demandé en quoi est-ce que Donald Trump était quelqu'un de particulièrement intelligent. Je veux dire, nous, alors peut-être parce que je suis française, mais on a l'impression quand même qu'à chaque fois qu'il intervient pour dire quelque chose, vous rappelez sur le Covid qu'on pouvait soigner avec de l'eau de Javel, son respect extraordinaire pour Eric Raoult. Enfin, en quoi est-ce que cet homme qui pense que les femmes pourraient continuer est un homme intelligent? Mais on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas critiquer Trump parce qu'il était en train de dire qu'il voulait pas rendre le pouvoir quand même aux Américains sans lui avoir rendu un certain hommage. Moi, je me souviens de la même chose avec Ziya Raoult, c'est-à-dire que à chaque fois que des journalistes parlaient de Raoult, on disait bien sûr c'est un grand savant, mais non. C'est pas un grand savant, il n'y a pas de mais, et Trump n'est pas intelligent, il n'y a pas de mais. Et à un moment donné, il y a aussi, je pense qu'on devrait pouvoir être capable de décrire la réalité sans s'être protégé de cette réalité avant de le faire. Et là, on a quand même le sentiment que Trump a perdu la raison. Il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie, parce que nous savons bien que il aurait peut-être voulu être un dictateur. Ça, moi, je veux bien le croire. Le pouvoir rend fou, et il y a plein de gens qui ne sont pas dictateurs parce qu'ils n'ont pas eu les moyens, mais qui auraient bien voulu garder le pouvoir éternellement. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de la psy, enfin de la folie. Or, des hommes qui deviennent fous au pouvoir, on a quand même pas mal dans l'histoire. Donc moi je pense pas qu'il cherche à être un dictateur, parce qu'il ne peut pas être un dictateur. Il y a les structures, les institutions, les gens qui l'entourent ne lui ont à aucun moment donné la possibilité de prendre le pouvoir comme un dictateur. En revanche, il y a quand même, et c'est un vrai problème quand on pense qu'il peut être réélu dans 4 ans, parce qu'apparemment il pourrait se représenter et il sera élu. Enfin, j'en sais rien. Enfin, il risque d'être réélu quand on voit les incroyables résultats électoraux qu'il a fait. Et moi, je pense c'est quelqu'un qui est dérangé mentalement. Mais j'ai un sentiment qu'on ne peut pas le dire. Alissa, si vous voulez rebondir là-dessus, sur la question du traitement journalistique de Donald Trump aux États-Unis. Alissa, what do you think? Because we feel like the media journalists are being too careful when they speak about Trump, because here we feel like he's gone mad, to say it simply. Yeah. Il ne voit plus le réel, quoi. C'est ça la folie, c'est de ne pas être capable de voir la réalité. And that, I think, was the scariest. You know, we've seen it slowly over the past 4 years, but more and more people paid attention. And I think this pandemic has given a time for people to really observe and see how we're this close. A lot of people will say we're in a fascist state in terms of just ignoring every single component that makes us a democracy. Using his agenda, for example, to elect Amy Coney Barrett, even though back in Obama, Mitch McConnell, said he's to do whatever he can to stop the agenda. And it's, again, being hypocritical, violating like the Hatch Act, one of the basic tenets of like campaigning is you can't mix government and campaigns, and utilizing his power to, as we've seen playing out, and still to intervene in our elections. We can also talk about Black Lives Matter. We witnessed, him bringing in the army
to intervene in these cities, yet Proud Boys come to town. There's no bullets, there's no pepper spray. And we saw this play out time and time again. And it was becoming really dangerous. Like another thing I can talk about in terms of what his rhetoric created, I was at a local standout for my candidate and other candidates, and a car drove into our crowd, certain stuff like that, like hitting protesters. And I think his stance as, the talk tough attitude, which turned into basically turning into a dictator, as you guys said, contributed to the overall fear, because he knows that works with people. And that fear really perpetuated this nastiness that his voter base honestly turned into a cult. And we can say that now, there's Republicans and then there's Trumpers, because the Trumpers are so brainwashed to what he has done to this country. Et je veux juste rebondir très rapidement, peut-être là-dessus, c'est que là, on a entendu de Trumpers and Republicans et Mitch McConnell, et pour moi, tout est dit là-dedans. C'est-à-dire que si les médias ont le pouvoir, ont un certain pouvoir, c'est de faire peur aux élus, qu'ils vont devoir être responsables de leurs actes. Je crois que les médias ont de moins en moins ce pouvoir-là, puisqu'on a beau dire, voilà, telle ou telle personne qui fait telle ou telle chose. Maintenant, ça n'a plus d'effet. Les gens, ils ne réagissent plus par rapport à ça. Et je trouve que le Trumpisme n'est qu'un reflet, un symptôme de ce qui se passe dans le Parti républicain, notamment sous la stratégie excellente, il faut le reconnaître, de Mitch McConnell, qui n'a rien à foutre des retombées médiatiques, qui met en place ces stratégies. Et en fait, si on peut dire, on peut très bien dans les médias dire qu'il s'agit d'un hypocrite, qui dit une chose et son contraire. Il s'en fout parce que ça n'a plus d'effet dans l'opinion publique pour le renverser. Et si on compare la situation actuelle, Trump a été quand même impeached. Plus personne n'en parle, mais c'est quand même très, très important. Il était impeached. Ça a très bien marché avec Nixon parce que les républicains étaient là et ont réagi autrement. Et notamment, je pense, parce que les médias, à l'époque, quand ils ont publié la réalité et qu'ils étaient pris en flagrant délit de leurs mensonges, et ben là, l'opinion a réagi. Et là, on a beau publier tout ce que vous voulez des mensonges racontés tous les jours, ça n'a plus aucun effet, je pense. Enfin, ça a un effet sur les marges. Donc, les médias... Je me demande sincèrement ce qu'en pensent les journalistes, parce qu'ils disent, voilà la réalité, voilà ce qui est dit, c'est un mensonge, il a été impeached, entre autres, et voilà comment réagissent les républicains ou pas, justement, et ça ne marche plus. Ça n'est plus suivi d'effet dans l'opinion publique, il me semble. Vincent Tiberi, peut-être, vous voulez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit ? Je voulais juste compléter, revenir aussi sur certains points. Je pense qu'effectivement, le rôle de CNN comme le rôle des médias traditionnels est devenu extrêmement compliqué, tout simplement parce que à la différence de ce qui se passait dans les années 70, vous aviez quand même une unité du débat. Typiquement, quand les grands networks mettent en avant effectivement les mensonges de Nixon au moment du Watergate, vous avez des grands médias regardés par l'ensemble des Américains, et donc à partir de là, vous avez effectivement la possibilité de vous adresser au peuple américain en tant que tel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ça avait déjà commencé à être vu dans les années 2000 par plusieurs chercheurs spécialistes des médias comme Marcus Pryor et d'autres, qui commençaient à expliquer que la montée en puissance de la cable TV allait aboutir à un morcellement des publics et possiblement à une polarisation des publics. Et bien, quelque part, Pryor avait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CNN a pendant longtemps été considéré comme une référence de l'information. Je pense qu'ils continuent à faire un boulot remarquable. J'ai passé beaucoup de temps avec eux lors de la semaine de l'élection, à des heures pas possibles. Je les ai trouvés très, très, très bons. J'aurais adoré avoir les mêmes en France avec ce niveau de compétence, d'analyse, etc. Ils sont vraiment bons. Et simplement, dans l'image qu'ils ont désormais dans le public, pour presque la moitié des Américains, c'est fake news, CNN. Alors même que, typiquement, ils maintiennent l'éthos des journalistes américains extrêmement scrupuleux, extrêmement modérés. C'est plus le cas.
Fox News a annoncé la victoire de Joe Biden. Eh bien, même Fox News n'est plus considéré comme crédible par une partie des électeurs trumpistes. Donc, c'est en partie parce que derrière, vous avez effectivement cette montée en puissance d'une culture de la distance, de la défiance à l'égard des institutions en général. Et donc, les médias prennent cher, comme les responsables politiques prennent cher, comme les scientifiques peuvent prendre cher, surtout quand c'est Eric Raoult et qui fait n'importe quoi. Mais voilà, au bout d'un moment, ça pèse. Et puis, ça pèse d'autant plus que, typiquement, vous avez de plus en plus d'électeurs qui vont effectivement s'abreuver à l'aune de leurs algorithmes, à l'aune de leurs réseaux sociaux, qui leur donnera à voir ce qu'ils attendent. Et donc, quelque part, où est la possibilité aujourd'hui d'avoir un vrai débat entre démocrates et républicains entendu par l'ensemble des Américains sur les raisons pour lesquelles Donald Trump était impeached? Eh bien, quasiment plus. Il n'y a plus une scène médiatique qui permet de faire ça. Et quelque part, on peut se poser la même question sur est-ce qu'on va vers la même chose en France, avec CNews d'un côté, qui du coup fait que BFM TV devient une chaîne relativement mainstream, relativement centriste. C'est troublant, vous voyez, quelque part. Voilà. Eh bien, merci pour ces avis très tranchés en fait sur la question de la couverture médiatique et du positionnement des journalistes et de la considération aussi du travail du journaliste sur la question notamment de Trump. Je pense oui. Souvent depuis quelque temps aux spécialistes des médias critiques. Vous savez qu'il y en a quelques-uns aux États-Unis très forts et ils doivent être quand même un peu mal dans leurs sabots parce qu'un monde sans médias mainstream relativement honnête, même si on peut toujours les critiquer, ils vont voir ce que c'est et on va regretter cette parenthèse enchantée de la démocratie médiatique tant fustigée par certains Américains et certains Français. Hélas. Pardon. Non, pas de souci. Merci beaucoup. Je vous propose de marquer quelques minutes de pause pour pouvoir enchaîner sur notre troisième partie qui sera une partie plus sur regard croisé, médias, minorités et puis toutes les variables du vote qui pourraient avoir eu un rôle en fait dans cette élection. Donc on va marquer quelques minutes de pause histoire de laisser souffler nos intervenants. Puis on abordera aussi une partie plus questions de nos spectateurs. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag SphèreCPP12 et à nous envoyer, comme dit, vos questions. Nous les poserons volontiers. Merci, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Ne nous quittez pas. Bonsoir à tous et à toutes et merci à ceux qui nous rejoignent maintenant ou qui sont restés avec nous. Nous avons le plaisir ce soir pour cette 12e édition de la conférence SphèreCPP du Master Communication publique et politique de Sciences Po Bordeaux et de l'ISIC Bordeaux-Montaigne d'accueillir Isabelle Vera-Masson, Alissa Frost, Michael Stambolis et Vincent Tiberi. Pour rappel, le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est la présidentielle aux États-Unis 2020 qui vient de s'achever, à savoir la question de la génération Z et des seniors, alliés ou ennemis, une question que nous avons déjà qui est controversée, à laquelle nous avons partiellement même bien répondu. Merci à tous d'être présents et n'hésitez pas à réagir sur le hashtag SphèreCPP12 et à nous adresser vos questions que nous poserons à nos intervenants à la fin de cette conférence. Dernière partie. Je voudrais m'adresser à Michael Stambolis et à Vincent Tiberi également si vous souhaitez réagir. Au-delà de ce clivage générationnel, nous assistons à des mutations démographiques importantes aux États-Unis, notamment avec des grandes cités urbanisées, avec des populations non blanches et qui sont éduquées. Est-ce que ces mutations vont dans le sens d'un vote démocrate obligatoirement ? Non, pas obligatoirement, parce que rien n'est écrit, puisque le Parti démocrate peut évoluer. On peut aussi espérer peut-être une fin éventuelle de ce système bipartite, mais je pense pas. Bref, non. En plus, est-ce que peu importe, hein, s'il y a davantage d'électeurs démocrates dans des villes, ça ne changera strictement rien au niveau du collège électoral. Il faudrait mieux encourager les démocrates à s'installer en
en Dakota du Nord, par exemple, pour pouvoir, si ces personnes veulent influencer à la fois le Sénat et l'élection présidentielle. Mais c'est sûr que l'électorat est en train de changer. Ce qui a fait beaucoup de bruit sur un autre changement démographique, c'est la coalition multiraciale, multiethnique du Parti démocrate, qui souvent se repose essentiellement sur une coalition multiraciale, alors que la coalition, si on peut dire ça comme ça, du Parti républicain, c'est composé essentiellement de personnes blanches. Et on sait très bien, démographiquement, que les personnes blanches sont en train de perdront leur majorité très bientôt. Donc, il est très, très urgent que le Parti républicain récupère les électeurs d'autres origines. Alors, on a vu certains changements récemment, notamment chez les personnes, alors on peut parler de latinos, d'hispaniques, etc., mais là, il ne faut pas du tout généraliser parce que tout dépend de qui en parle. Et beaucoup de personnes disaient, oh là là, on voit que la part de vote des latinos a augmenté pour Trump. Mais si on regarde dans le détail, c'est quel latino à quel endroit et pour quelles raisons. Donc, si on regarde, par exemple, les immigrés cubains et enfants d'immigrés cubains, là, oui, mais si on considère que tous les Cubains, tout dépend de la création de cette catégorie, qui est une catégorie tout à fait artificielle. Tout à fait comme le vote, disons, des personnes asiatiques. Il y a une grande différence, par exemple, entre des personnes d'origine vietnamienne, par exemple, ou philippines, et des personnes d'origine peut-être coréenne, par exemple. C'est juste pour vous donner des idées. Donc, je pense que ça demande beaucoup de précision. Si toutes ces personnes, si ça reste en termes de distribution, pour moi, c'est la distribution géographique qui compte. Après, éventuellement, là où ça a pu jouer, c'était dans les banlieues, donc les petites couronnes autour des villes. Là, il y a encore de la marge, et c'est peut-être ça qui a fait gagner Biden. Cette fois-ci, on verra ce qui va se passer en Géorgie pour le Sénat. Mais donc, ça va dépendre de la stratégie des deux partis et leur capacité de capter cette population en changement. Si je peux compléter. Bien sûr. Il faut toujours se méfier des évolutions démographiques et de leur incidence sur le vote. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, on aurait pu se dire que l'élévation générale du niveau d'éducation allait éviter certaines évolutions électorales, notamment en Europe. Bon, si vous prenez l'élévation générale du niveau d'éducation, ça correspond aussi à l'élévation des votes pour le Front National. Alors même que ce ne sont pas les diplômés qui votent Front National. Donc, rappelez-vous que les choses sont parfois pas univoques. De la même façon, en 2007, au moment où Nicolas Sarkozy est élu, il est élu avec une large majorité des seniors, il perd une large majorité des jeunes qui se fondent sur Ségolène Royal. Ce que disent les commentateurs à l'époque, c'est comme la population française est en train de vieillir, ça va être favorable à la droite et va y avoir un désavantage structurel en défaveur de la gauche qui s'appuie sur des jeunes qui appartiennent à des générations moins nombreuses et qui en plus votent moins. Vous voyez, mais le même raisonnement aurait pu être appliqué à Donald Trump ou aux États-Unis en général. Population vieillissante, mais une population qui vote de manière extrêmement régulière, face à des populations jeunes qui, certes, quand elles se déplacent, votent pour les démocrates, mais moins souvent. De la même façon, il y a eu, pendant longtemps, on disait que s'il y avait une faible participation, c'était défavorable aux démocrates. Et, bon. Donc, il faut bien avoir en tête qu'effectivement, et Michael a raison de le dire, le Parti démocrate peut évoluer comme le Parti républicain peut évoluer. Il y a un moment, effectivement, si on va vers une Amérique arc-en-ciel, le déficit pour l'instant des républicains chez les minorités est un vrai souci. Alors, moins un souci quand ils jouent le collège électoral ou le Sénat, mais plus un souci quand on joue la Chambre basse et l'élection présidentielle possiblement. Il n'empêche que, effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme, depuis les années 90, l'Amérique urbaine est une Amérique qui vote de plus en plus démocrate et qui cumule de ce point de vue-là à la fois le Parti démocrate d'en haut, le Parti démocrate plutôt des startups, le Parti démocrate des classes supérieures et puis le Parti démocrate des minorités. Et donc ça, Teixeira en parlait très bien avec cette idée effectivement qu'il y avait une montée en puissance d'une démographie favorable aux démocrates. Maintenant, peut-être que les républicains vont faire ce que les conservateurs au Royaume-Uni ont commencé à faire, c'est-à-dire effectivement réfléchir à un discours plus inclusif à l'égard des minorités.
Les Afro-Américains, c'est quand même 13% de la population, et donc quasiment 13% de l'électorat. Les Latinos sont plus nombreux dans la population, un peu moins dans l'électorat, mais comptent désormais à peu près comme les Afro-Américains. Ils sont moins soudés. Michael a tout à fait raison de rappeler que, effectivement, les Cubains votent pour les Républicains et votent pour les Républicains depuis qu'ils ont la possibilité de voter. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'il y aurait des possibilités de récupérer une partie de l'électorat latino, notamment dans la frange religieuse de cet électorat latino. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, notamment tout simplement parce qu'un Donald Trump a eu une politique extrêmement dure à l'égard des migrations latino-américaines, a clairement attaqué et clairement politisé ces questions-là, rappelant que les Mexicains étaient des violeurs, des voleurs, etc., etc. Et si vous voulez avoir cet électorat-là, il vaut mieux pas s'adresser à eux de cette façon-là. Et donc, pour l'instant, les Républicains vont avoir sacrément du travail avant de pouvoir récupérer cet électorat. Mais il n'empêche que, effectivement, la politique, c'est aussi une affaire de mouvement. Oui, parce qu'il y a des facteurs politiques qui prennent tout d'un coup ou progressivement une valeur qu'ils n'avaient pas avant et qui finalement déterminent le vote. Par exemple, évidemment, parler de la religion, en tout cas le respect des valeurs traditionnelles chez certains latinos, va peut-être l'emporter sur leur origine ethnique. On a ça aussi en France, le mariage gay ou etc. a détourné certaines catégories qui traditionnellement étaient plutôt du côté à gauche et qui finalement se sont dit que on ne pouvait pas continuer à voter pour des gens qui avaient fait une telle abomination et qui donc ou bien se replient pendant un temps dans l'abstention ou au contraire carrément changent de vote. Donc voilà, il faut guetter certaines, effectivement, les nouveaux arrivants arrivent avec des valeurs qui peuvent l'emporter sur leur origine. Et puis de toute façon, à force de devenir nouveaux arrivants, ils deviennent des Américains comme les autres et ils votent aussi sur les mêmes critères que les autres. Et donc il y a que les Noirs qui véritablement gardent une forte d'identité qui est bien aidée par la violence policière, etc. Mais tandis que les autres minorités, les autres immigrations américaines se sont fondues souvent, assez vite, pas assez vite, se sont fondues dans une identité américaine. Je pense que il y a une catégorie que je trouve très utile pour essayer de comprendre ces aspects en mouvement, c'est le concept de nationalisme chrétien qui a été proposé par Samuel Perry et Andrew Whitehead. Donc, c'est deux sociologues à la fois de la politique et de la religion qui ont dit il faut essayer d'arrêter de réfléchir sur la religion pure ou sur l'appartenance religieuse ou raciale ou ethnique et qu'il faut essayer de voir sur un certain nombre de critères et de valeurs qui seraient, par exemple, les États-Unis est un pays d'origine chrétienne, les valeurs chrétiennes font partie de notre pays, le droit d'armes est important, dans un certain nombre de choses auxquelles des gens peuvent adhérer sans être blanches, sans être nécessairement chrétiens. C'est-à-dire qu'on peut très bien être athée et croire quand même que, oui, les États-Unis, c'est un pays chrétien, les valeurs chrétiennes sont les valeurs, sans aller à l'église, sans être croyant. Donc, si on adhère, la corrélation, c'est-à-dire que là, adhérer à un certain nombre de valeurs, donc que eux ils appellent le nationalisme chrétien, permet d'expliquer pas mal de votes pour les républicains. Et là, ça permet aussi de créer une certaine coalition autour de ces valeurs qui seraient certes, ça mobilise davantage d'électeurs évangéliques, blancs, etc., de classe moyenne, hétérosexuels, mais pas que. Et c'est le mais pas que qui crée une certaine possibilité et qui reflète, je pense, en partie la stratégie du Parti républicain en ce moment. Merci beaucoup, Michael Stambolis. Je vais vous adresser une autre question concernant maintenant plus la cause environnementale. Donc, on l'a vu au cours des derniers mois et au cours de ce mandat, la gestion de crise au pluriel a été très contestée par une partie de l'électorat du président Trump, avec des crises environnementales, sanitaires et internationales. Est-ce qu'on pourrait y voir l'émergence d'un nouveau clivage climato-sceptique écologiste? Oui, et je ne pense pas que ce soit nécessairement nouveau. Peut-être qu'il y avait davantage, disons que l'opinion publique était moins tranchée dans les années 80 sur cette question-là, avant que les républicains en partie, mais les démocrates aussi,
soit influencé par un changement de cap par les grandes entreprises de producteurs, investisseurs dans des industries très carbonisées, parce qu'on n'était pas loin d'un consensus sur le changement climatique, un virage qui a été raté par un certain nombre de choses qui sont un peu compliquées à expliquer là tout de suite, mais disons qu'il était possible. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde, pas forcément Reagan, mais Bush, juste avant Clinton, il y avait des initiatives dans le Parti républicain qui étaient plutôt prendre des mesures sur le changement climatique, mais en même temps, les sondages montraient que ces questions-là, si on était plutôt du côté du déni du changement climatique, c'était beaucoup plus mobilisant. Donc, stratégiquement, il était inintéressant pour eux parce que ça mobilisait moins leur base et influençait moins. Donc, pour en partie des raisons électoralistes, la question environnementale a été délaissée, je dirais ça comme ça pour faire vite, par le Parti républicain, en partie aussi parce qu'ils étaient financés par The Koch brothers et tout plein de gens qui font leur argent grâce aux industries carbonisées. En même temps, carbonisées, c'est pas ça. En même temps, les démocrates prennent ces questions écologiques plus au sérieux, mais il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent très sincèrement des prises de position de Biden, qui sont... Certes, il y a des signalements sur les accords de Paris, mais il y a aussi pas forcément un soutien très fort pour the Green New Deal. Et de toute façon, s'ils n'ont pas le Sénat, les démocrates n'auront pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, ça va dépendre. Ça rentre. Quand on voit l'ordre aussi des priorités, pourquoi les gens votent, on voit tout à fait que ce qui mobilise les électeurs démocrates, les questions environnementales sont plus en tête, alors que c'est pas le cas chez les républicains. Justement, à ce propos, Alyssa peut peut-être rebondir sur la manière dont Trump gère les crises et notamment la crise écologique. Et justement aussi pour rebondir sur ce que Michael Stamoulis vient de dire sur Joe Biden et l'environnement. So, Alyssa, maybe you can add something about this question about how Trump deals with crisis and the environment, and how do you think Joe Biden is going to handle the same crisis and the one about the environment? Were you talking about like the environment he created in terms of like his rhetoric or like nationalism? Climate change. Oh, climate change. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I misunderstood that completely. Don't worry. As he's talking about being a climate change president, and and sorry, I missed the first part. Were you talking about like the pandemic in terms of the public health? Exactly. Do you think that Trump handles the crisis in a correct way, or do you think it's the contrary? Yeah, and I think that we've seen it play out. Unfortunately, things are getting really bad over here right now, and I think from the get-go, it's the politicization of a public health crisis that should never have had happen. And in terms of when you politicize something as important as combating coronavirus, it got in the way of messaging. So in terms of candidates, like if you were a Republican candidate, that means you were anti-mask. That means, you didn't believe in COVID. And it also, I would like to bring in, in the States, a lot of people like to say, this is my constitutional right. This is being infringed. This is my individual liberty. And so I think, as I believe Michael was talking about, a lot of Republicans pride themselves on being patriots and standing their ground. And I think what we saw with COVID is a lot of people just couldn't admit with, BLM that there is something wrong for country, that accountability. And Joe Biden has pledged that this is our first priority and we need to have some compassion. And I think when people always are talking about their constitutional rights, it gets in the way of in terms of empathy and coming together. And we saw that firsthand, in terms of healthcare workers in the beginning. The public, was so appreciating healthcare workers. And now we have people yelling at healthcare workers, calling them liars, and refusing to believe COVID is even real. So I think in terms of going forward in the next few months, that underappreciation of healthcare workers is something we're really going to have to face when people still don't believe in masks and are priding their individual liberty. And we've talked about individual liberty and personal responsibility should not be mutually exclusive.
And so it's really up to the government right now, because the federal government has not been there. It's only been state governments. And so when you have local governments and for example, the Florida governor instituting a ban on face mask mandates, that's counterintuitive to how we need to work together and come together. And the next few months looks really going to be crucial in terms of coronavirus, as well as you're talking about climate change. Climate change has not gone away. He has deregulated almost every single part and broken down every single portion of the policy that Obama put in place. And I think it's going to be really crucial starting in January 21st for him to start on that, because that has been neglected for the past 4 years. Yeah, and I'm sure we could also talk about clean energy and why that's so important. Everyone talks about how Joe's a train guy, and we really need to overhaul all sectors of our industries. Alors, Isabelle Vera-Masson, justement, par rapport à toutes ces questions de clivage politique entre éventuellement climato-sceptiques, écologistes, ou peut-être d'autres questions aussi. Et là, Michael Stambolis va peut-être pouvoir compléter après vous sur toutes les questions d'identité de genre. Est-ce que vous pensez que ces clivages-là sont un argument des médias pour mobiliser des électeurs, et quelle est la position en fait des médias par rapport à toutes ces questions de clivage? Est-ce que ça contribue pas aussi à cette polarisation, non pas générationnelle, mais en termes de clivage justement? Alors, je crois que, comme on l'a dit, le monde des médias, ce que nous appelons les médias, c'est-à-dire les médias qui sont régis par les règles de l'éthique et de la déontologie du journalisme, parce que sinon, il faudrait rentrer dans des médias qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons, c'est-à-dire qui sont truffés de mensonges, de fausses nouvelles, et même de choses de propagande, enfin d'éléments vraiment faux et presque dangereux. Donc, si on parle des médias, encore une fois reconnus, acceptés, oui. On a le sentiment que les thèmes qu'ils développent ne ressemblent pas véritablement aux préoccupations des Américains. Ça reflète finalement une catégorie d'Américains qui nous ressemblent à nous aujourd'hui comme deux gouttes d'eau et qui mettent l'accent sur un certain nombre de sujets comme le changement climatique, comme les massacres, enfin le rôle des armes et le massacre dans les écoles, les questions de multilatérité et du problème des immigrants et du terrorisme, enfin toutes questions qui finalement intéressent assez peu les Américains que moi j'ai vu interviewer, les Américains dans les rues que l'on interviewe et qui continuent à dire que Biden est un pédophile, que grâce à Trump il y a pas de chômage dans ce pays, que le coronavirus ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un peu le sentiment qu'il y a dans ce monde américain, et hélas parfois on a un peu le sentiment qu'il existe de plus en plus en France, un monde de la vérité, de l'objectivité et de la mise en avant d'un certain nombre de questions que la plupart des élites mondiales reconnaissent comme importantes, et d'un autre côté un clivage véritablement avec des gens qui mettent à distance toutes ces questions-là, que ça n'intéresse pas, et qui eux rentrent dans un monde parallèle qui est le monde alors qui s'alimente, ce que je disais sur la spirale du silence, qu'ils alimentent, qu'ils fournissent, qu'ils organisent sur les réseaux sociaux, qu'on peut appeler des médias, puisque ça ressemble beaucoup à des médias, mais qui ne sont pas régis par les règles traditionnelles qui existent depuis 200 ans dans ce monde des médias. Et quels que soient les efforts faits par les médias légitimes, on a le sentiment que ça ne passe pas. Qu'il y a véritablement un mur entre l'information, la bonne information, celle qui nous a formés, et puis une autre information qui s'intègre à la crainte, au sentiment de conspiration, sentiment d'illégitimité, peur de l'avenir, peur devant les changements de couleur des gens et changements dans les mœurs, etc. Donc c'est vraiment, on a le sentiment que les grands médias se marginalisent par rapport aux grandes questions, aux populations.
Et donc pour compléter et terminer en fait ce sujet sur les clivages, peut-être la parole à vous, Vincent Tibéri. Je sais que vous avez aussi travaillé sur ce qui est clivage, les anciens clivages, les nouveaux clivages. Je pense à Lipset Rokkan également. Est-ce que pour ajouter à ce qui a été dit sur les clivages, vous pensez que c'est quelque chose qui va peut-être redéfinir en fait l'avenir de la politique américaine? Ça dépend. Un clivage, typiquement pour Lipset et Rokkan, c'est quelque chose qui structure sur le temps long. Et donc, il faut quand même bien avoir en tête que la vie politique américaine bouge énormément. D'abord, on a, par exemple, la question des inégalités pendant un petit moment avait été laissée de côté, notamment après la défaite des démocrates en 94. Il a fallu attendre quelque part l'arrivée d'Obama pour qu'on reparle d'inégalités sociales, de protection sociale, etc., etc. Et clairement, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu important. Et c'est devenu un enjeu important, mais qui clive électoralement un peu de la même façon qu'on clive sur la question des minorités, qu'on clive sur la question de l'environnement, etc. Parce que c'est en fait le job d'un parti politique, de créer du lien, de faire en sorte que, à la fin, on organise des choix. Et donc, sérieusement, les clivages, c'est important parce que c'est aussi une manière pour une société de prendre conscience et de faire un choix. C'est-à-dire que si on avait si on ne parlait, s'il y avait qu'une seule communication de valence sur le réchauffement climatique, oh là là, c'est terrible. Comme la guerre dans le monde, c'est terrible. On a ce type d'enjeu de valence qui fait que oh là là, il faudrait faire quelque chose, mais en fait non. Les vrais changements sur les questions climatiques, c'est effectivement des choix conséquents, des choix difficiles, des choix qui vont obliger les uns et les autres à changer leur mode de vie, du coup à changer aussi leur manière d'habiter, leur manière de consommer. C'est quand même quelque chose qui au mieux mérite d'être débattu. Et donc, quelque part, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que l'environnement et que le réchauffement climatique soit devenu un enjeu politique, un enjeu d'affrontement politique, parce que, mine de rien, c'est aussi rendre visibles ces questions-là et les choix que ça implique. Sinon, on s'en tirerait avec, effectivement, certains discours républicains qui disaient, bon, mais la technique va nous résoudre ça, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à acheter des Hummers, etc., etc. Non, ça va pas suffire. Ensuite, je voulais juste revenir sur quelque chose. Oui. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait un discours positif sur l'évolution, c'est-à-dire qu'on est à un moment charnière. Un moment charnière où jamais auparavant, et ça se voit sur les électeurs américains qui ont effectivement un degré d'utilisation des réseaux sociaux beaucoup plus important que ce qui est en France ou ailleurs, mais ce à quoi on est en train d'assister, c'est quand même que progressivement, les stratégies d'auto-information des citoyens se sont massifiées. Là où avant, les médias critiques étaient plutôt parmi les diplômés, plutôt parmi les milieux alternatifs qui réussissaient à aller chercher de l'information, etc. Bon. Typiquement, Nuit debout, c'était un mouvement social qui parlait aux diplômés, qui parlait aux jeunes, etc. Les Gilets jaunes, on est déjà dans quelque chose de différent et quelque part très rapidement, des milieux sociaux qui n'étaient pas habitués à être dans cette logique d'auto-information ont découvert qu'ils pouvaient faire ça. Donc il y a une forme de démocratisation de l'information. D'accord. Élévation du niveau de diplôme, ça veut aussi dire que désormais, il va falloir effectivement politiquement, scientifiquement, sociologiquement, qu'on soit capable de parler à ces gens-là. Il va falloir qu'on soit capable effectivement de rendre compte des travaux de sociologie, de sciences sociales, de politique, de la réalité, de l'information, et faire en sorte que face à ces électeurs qui ont découvert ce pouvoir de l'auto-information, qu'on réussisse à leur parler de nouveau. Faute de quoi, effectivement, ça pourrait mal se terminer. Mais là, j'ai plutôt confiance. On se rend compte que les gens progressivement commencent à mieux distinguer ce que sont les fake news que leur envoie sur Facebook, que ça soit aux États-Unis ou en France. Donc pour l'instant, on est focalisé sur QAnon. Ça nous fait extrêmement peur parce que c'est juste c'est même plus du complotisme, c'est de la paranoïa. C'est impressionnant. Mais regardons aussi que derrière, il se passe peut-être des choses intéressantes, type Black Lives Matter, où on a vu effectivement des communautés s'organiser, des communautés qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément tout le capital culturel, le capital économique pour se faire entendre, qui ont réussi à le faire grâce aux réseaux sociaux. Oui. Donc, on est à un turning point, c'est-à-dire que soit effectivement on aboutit à quelque chose de terrible, soit progressivement on va voir des citoyens
plus capable de s'informer et donc de s'auto-informer. Merci pour cette précision. Je vais m'adresser à vous tous donc pour une dernière question qui clôturera ce débat. C'est donc pour vous l'occasion de pouvoir faire quelques mots sur ce qui vous reste à dire. Donc la crise sanitaire a révélé qu'on ne pouvait pas sacrifier une génération au profit d'une autre. Je pense notamment à la question de la sélection dans les hôpitaux. À partir de ce constat, comment parvenir à faire société ? C'est-à-dire comment parvenir à vivre ensemble face aux nouveaux défis ? Et dans un second temps, comment la communication doit se positionner par rapport à cela ? Donc Alyssa, peut-être vous pouvez commencer. So Alyssa, you can start. This question will be the last one for today. So this is your last chance to say anything that you want to say. The COVID crisis has shown that you cannot sacrifice a generation over another. This was a huge question here in France with the people's choice in hospitals, but how can we live together? How can we build society on this basis? And how can we communicate about it? And what do you think are the next big challenges that we'll have to face? Yeah, I think, the whole sense of coming together, we saw that cutting across, not just like on the public health, making sacrifices, but also in society in terms of like even the election, volunteering for usually older poll workers, Gen Z coming in and doing that. And so it's the same thing of staying home for those, who can't protect themselves. And that was the whole message throughout the whole pandemic. And what we're going with right now is we cannot afford to, as, Dr. Atlas, who just resigned, as he said, have herd immunity. That's just not something we can afford. And masks and the mistrust of our scientists, which goes on every single level, whether that be, public health to climate change, just the distrust of science and the politicization of public health has been our downfall from the beginning. And I think, going forward, education is super important. I think I forgot who was talking about it just now in terms of minorities and religious communities. It's the misunderstanding of a lot of our issues. Like, for example, I have a large Vietnamese community in my district, and they automatically think that any progressiveness, anything related to science is communist, and that Trump is strong on China and BLM, is a terrorist organization. And so it's this misinformation that we need to combat going forward, because I think it's going to get worse. It's not going to disappear. The people who believe this, it's not going to go away. They're going to continuously, go to their new app, Parler, and talk about the conspiracy theories, and they're so distrust in science. And I think, it's up to our government right now to really put their foot down, because the state decisions have not been working so far. So that's definitely something in the next few months will be crucial. Merci Alyssa. Peut-être Isabelle Vera-Masson, si vous voulez continuer sur cette question. Oui, alors sur la société sous Covid ou la société avec le Covid, moi je suis évidemment assez sidérée par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que dans cette société comme la France, où on accuse beaucoup les acteurs économiques et politiques d'être totalement inféodés à l'économie, le sentiment qu'il fallait entièrement arrêter ce pays économiquement pour sauver quelques personnes, puisque c'est quand même, j'étais tout à l'heure avec une grande scientifique de Paris 6 qui me disait que le Covid était une maladie bénigne. J'ai trouvé que c'était un drôle de mot, mais enfin bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une maladie dans le sens qu'il ne tue pas énormément. Et donc, on a quand même bloqué cette société d'une manière, et ça n'a pas été contesté. C'est-à-dire que pratiquement pas. Enfin, donc c'est quelque chose qui m'a. Je suis quand même dit qu'on avait quand même changé de monde, sans s'en apercevoir, et plutôt je crois dans le bon sens, puisqu'il s'agissait encore une fois de changer, de préserver quelques personnes ou en tous les cas éviter le fait d'être obligé de choisir. Et puis l'autre chose que j'ai trouvé intéressant, et c'est lié à mon avis quand même aux médias, c'est que les Français qu'on dit rebelles, incapables
d'obéir, qui comprennent rien à rien quand c'est leur intérêt général, etc., ont été capables d'accepter la consigne. Et Dieu sait si elle a été difficile pour certains, ne serait-ce que pour ceux qui gagnaient pas d'argent, hein, c'est évidemment plus ceux qui étaient mal logés. Enfin bon, en tous les cas, ils ont accepté cette consigne. Et donc ils l'ont fait parce qu'ils ont eu le sentiment et parce qu'ils ont été informés par les médias aussi que l'affaire était grave, qu'elle était partagée par le monde entier, et que leur a donné un certain nombre d'informations régulièrement. Donc les médias ont joué un rôle dans ce sens-là de service. Et cette société qui s'est mobilisée dans un intérêt collectif, avec des médias qui se sont mis au service de l'intérêt collectif et du service à la personne presque, j'ai trouvé que c'était quand même un beau moment et quelque chose qui nous a fait vivre ensemble. Donc, on peut se dire que finalement nos divisions, nos haines, nos rejets font partie de notre existence, font partie de notre. C'est comme ça qu'on fait société, c'est ce que disait Vincent Tibéri en parlant des clivages. On fait société aussi dans le rejet, et d'ailleurs la jeunesse se fait contre sa génération précédente. Hein. On revient à notre sujet de départ. Donc on fait clivage, on fait différence contre, mais quand même, quand il s'agit de choses qui sont importantes, qui n'auraient peut-être pas été aussi importantes à une autre époque, eh bien on se réunit, on sait se fédérer et on va chercher dans les médias ce qui nous donne le plus de moyens pour vivre ensemble. Mais bien sûr, il y a un mais. Le complotisme, les haineux, etc., n'ont pas disparu avec ça et évidemment les problèmes reviennent quand la situation est moins dramatique, quoi. Je vous remercie. Peut-être Michael Stambouli, si vous voulez nous donner vos mots de la fin. Il y a tellement de choses à dire, on a beaucoup discuté ce soir. Ce qui m'inspire dans votre question, c'est ce qui peut-être est intéressant pour moi à comprendre, c'est que quelque part les personnes âgées et les jeunes se retrouvent dans la même position, c'est-à-dire actuellement isolés, oubliés chez soi ou ailleurs, planqués dans une EHPAD ou dans une chambre étudiante, sans lien social. Et quelque part, ça reflète aussi les impératifs du moment néolibéral capitaliste qui veut qu'on sert à quelque chose dans la production. Les jeunes ne le font pas encore et les vieux à la retraite ne le font plus. Et c'est un peu à cause de cette position similaire dans une logique de production qui fait que les deux générations se retrouvent actuellement privées de lien social. Et ce qui est très, très frustrant, c'est de voir un discours ambiant qui fait que c'est des jeunes qui nous empêchent de vivre notre vie de jeunesse, de faire des expériences, de faire des soirées, et en même temps, les personnes âgées qui seraient des victimes, mais quelque part oubliées en temps général. C'est-à-dire qu'on parle des personnes âgées quand c'est 2003 et c'est la canicule, et quand c'est la Covid, sinon, en temps normal, on les met dans les EHPAD à but lucratif, par ailleurs. Enfin, je généralise, je schématise, mais j'essaie de trouver des similarités. Autre chose que ça m'inspire par rapport à la communication, je trouve que ce qui est intéressant dans ce contexte actuel, c'est qu'il y a un certain nombre de choses sur qu'est-ce que la vérité, qui a l'autorité pour savoir, qui a l'autorité pour expliquer aux personnes ce qu'il faut croire, ce qu'il faut comprendre. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que mon travail, entre autres, c'est de comprendre le rôle des experts dans les débats controversés. Mais moi, une autre case qui est très fort de renseignement, c'est le sida, en fait. Et c'était lors du sida où on avait le même rapport entre les sachants et les non-sachants. On a dit que c'était les médecins qui devaient connaître la réalité, mais c'est à ce moment-là aussi quand les personnes touchées directement par le sida étaient parfois mieux à même de comprendre cette maladie-là. Et c'est là où on a vu émerger la notion d'expert profane, par exemple, entre autres. Et c'est la crise des années 80 autour du sida a fait émerger la figure de la personne mobilisée, militant chez ACT UP, par exemple, qui comprend mieux le savoir en réalité, qui comprend mieux grâce à son expérience. Et je pense qu'il est important de comprendre cette position aujourd'hui, où on est dans un moment où on clive les experts d'un côté scientifique et les personnes qui s'informent de l'autre. Je dis pas qu'il y a un côté qui a tort ou qui a raison, mais je pense qu'il est intéressant d'essayer de comprendre dans le contextuel la fabrication de la réalité.
et aussi ses travers. Voilà. Donc c'est pas très, très construit comme idée, mais c'est deux choses qui en sortent grâce à votre question, voilà, et de notre discussion ce soir. Je vous remercie. Et enfin, Vincent Tibéri, votre mot de la fin? Compliqué ce mot de la fin, compliqué parce qu'on a le nez sur ce deuxième confinement, sur les comparaisons entre pays, sur la manière dont a pu être gérée la crise sanitaire, sur les nombres de morts, etc., etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on aurait très bien pu effectivement aboutir à une forme de délitement du lien social. C'est là qu'on se rend compte que voir les autres, c'est pas simplement aller boire des coups avec les autres. Voir les autres, c'est pas simplement enseigner aux autres, c'est pas simplement les regarder à travers un écran. Effectivement, la coprésence redevient importante. On reprend conscience de cette coprésence. Et on aurait très bien pu aboutir à une société qui se referme, à une société de la peur, à une société qui ne fait plus société. Il y a eu des tentations, et c'est pas ce qui s'est passé. Et quelque part, l'élection américaine nous raconte de ce point de vue-là aussi une volonté, notamment du côté de Biden, d'une volonté de refaire société. Une volonté de faire attention aux plus faibles. C'est pas pour rien que Biden est arrivé sur We Take Care of Our Own, une très jolie chanson de Bruce Springsteen, et pas forcément la plus connue. Et donc, en gros, rappelez qu'une société, c'est pas simplement des individus, c'est pas que des réussites individuelles, c'est pas la loi du plus fort, c'est pas la loi de comme j'ai réussi, je peux vous parler différemment. Rappelez-vous de Donald Trump qui explique à Joe Biden que franchement, son niveau scolaire était ridicule. Bon, ben voilà, t'as beau être un winner, Donald, t'as perdu. Voilà, ce genre de choses. Et il a perdu notamment parce que Biden raconte autre chose. Raconte l'Amérique des classes moyennes, raconte l'Amérique qui pensait, qui autre chose que simplement les individus. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Objectivement, puis je pense qu'on n'est pas nombreux à savoir ce que ça pourrait donner. Je suis un gars confiant, donc je pense qu'à la fin on devrait s'en tirer, mais il y a beaucoup de choses à réinventer, y compris en termes de solidarité et de part et d'autre des États de l'Atlantique. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation à ces derniers mots de la fin et puis à cette conférence de manière générale. Je vais rapidement en fait revenir sur des questions qui nous sont parvenues des spectateurs. On en a retenu notamment 2. Et la première, peut-être plus pour vous, Isabelle Vera-Masson, en votre qualité d'historienne des médias et plus centrée sur la France. Que pensez-vous du traitement médiatique de l'élection présidentielle aux États-Unis d'un point de vue français ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué ou des spécificités vraiment dans ce traitement médiatique? Alors, ce n'est pas la première fois que l'élection américaine passionne les Français. C'est vraiment une tradition. Donc, j'ai pas été frappée par un intérêt plus grand que d'habitude. Mais à la limite, je vais trouver que Obama, ça a été énorme. Enfin, l'élection d'Obama a été quelque chose d'absolument fabuleux. Ensuite, le changement l'erreur des sondages a rendu la victoire d'Hillary Clinton à la fin d'un feuilleton de Netflix. Non. Donc, la passion des médias français pour les élections américaines ne m'a pas étonnée. Ce que je remarque, donc c'est très, très couvert, avec beaucoup de moyens. Il y a évidemment la place fondamentale des chaînes d'information continue qui se sont déplacées, qui ont installé leur studio là-bas. Enfin bon, vraiment, les chaînes d'information continue étaient devenues américaines. Non, ce qui est très frappant, c'est le clivage énorme entre les Français et les Américains par rapport à Trump. C'est-à-dire que tout le monde est anti-Trump, mais viscéralement en France, il y a pas un Français qui... Et si jamais un Français commence à dire « Oh, Trump, vous exagérez un peu », il se fait absolument sauter dessus. Donc, il y a une espèce d'unanimité. Encore une fois, on n'a peut-être pas beaucoup de sujets sur lesquels on est unanime. Heureusement, on a les Américains, en tous les cas Trump, pour nous rendre unanimes. Donc ça, c'est très frappant. Les médias n'ont pas fait semblant longtemps de ne pas être Trump, d'être anti-Trump. Ça respirait de tous les côtés, dans les commentaires, dans les prises de position. Ils ont trouvé quelques Trumpistes américaines. J'étais à côté d'une fille et je lui ai dit « Mais comment peut-on être Trumpiste ?» Et ils en ont trouvé quelques-unes gênées, parce que c'est vrai que
quand on vit dans un environnement entièrement hostile, c'est quand même pas facile de soutenir sa position. Donc là, vraiment, c'est ça qui a été frappant. C'est quelque chose de traditionnel qui est que les Américains. Mais finalement, quand on y réfléchit, c'était un peu la même chose pour Obama. Tous les Français étaient pour la victoire d'Obama, pratiquement. Et ça a été la même chose pour Hillary Clinton. C'est peut-être moins frappant pour Hillary Clinton, parce qu'on savait qu'elle avait posé des problèmes. Mais le fait qu'elle était une femme, ça. Mais là, il y avait absolument une passion, une unanimité, un petit suspense qui venait du fait que les sondages s'étaient trompés la fois d'avant. Donc là, on était vraiment dans une histoire très particulière, mais qui n'était pas une histoire américaine, qui était une histoire, une belle histoire, quoi, que les médias se sont plus à raconter, et les Français aussi. Donc la question de est-ce que c'est bien ou pas pour l'Amérique était une question presque anecdotique par rapport à cet extraordinaire feuilleton qu'on a vu se dérouler devant nous, avec le bad boy, très très bad boy, et le good boy. Merci pour cette réponse très très fournie. J'espère que notre spectateur, notre spectatrice aura eu sa réponse. Une dernière question, peut-être pour Alissa ou Michael. Même si l'élection présidentielle s'est visiblement jouée sur la thématique, en tout cas, la Covid a été très présente dans cette élection. On a assisté à une campagne opposant deux candidats sans réel programme, en tout cas c'est ce que le spectateur nous a écrit, mais avec des caractères bien définis, avec des personnalités. So we have in mind Barack Obama, the personality of Barack Obama, and do you think that the personality will be the only point that will determine the result of a campaign in the future? Should I go, or Michael, do you want to? Okay, yeah. I mean, I think we saw firsthand, and I hope we can stray away from that in terms of breaking down what like a personality president and in terms of like a mandate and what Trump was as a president. And that was mostly, as we're talking about, him coming from a reality background, turning it into an entertainment show. And that's what people love. They love someone who's non-establishment. But I think what a lot of people saw where they regretted their vote in 2016 and realized how much damage we need someone who, is like Joe Biden, an average politician who can get things done. And for a lot of people, they're like, this is very mediocre. We're going to go back to the moderate Democrat, but in terms of policies, I wish I was had a more political scientist approach to this. But I think people are just craving normalcy and candidates that know policies and know what's going on and can help our communities and not politicize it at the end of the day. Because we have a lot of issues we need to combat in the next 4 years. Michael, peut-être pour clôturer en quelques mots rapidement. Je n'ai aucune ambition d'interrompre ce débat, mais le temps nous est un peu compté. Je vais essayer. Non, je pense que c'est faux de dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux programmes. Si en plus, c'est pas que les programmes des candidats, c'est aussi les partis. C'est-à-dire que d'un côté, on a un parti, les Républicains, qui montrait qu'il était tout à fait capable de nuire à la démocratie. Pour moi, ça suffit en fait de l'autre côté. Quelqu'un qui va respecter les institutions et un parti derrière, c'est ultra important. J'aurais juste envie de rajouter 2-3 mots puisque vous m'avez donné la parole. Je trouve que c'est super intéressant de voir la perspective journalistique dans l'autre sens, qui est plutôt rare. C'est-à-dire qu'en ce moment, grâce à, selon votre perspective, la France est devenue objet de regard journalistique d'une perspective américaine, et ce regard gêne énormément les Français, et je trouve ça super intéressant parce que pendant longtemps qu'on disait que les Américains n'avaient rien à foutre de la France, et bien maintenant les Américains s'intéressent à la France grâce aux journalistes à Paris en ce moment, et Macron, on voit ses réactions, il est absolument pas content du regard journalistique américain, et je trouve ça fascinant. Voilà, ce serait dans l'autre sens, pour dire à la fin. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions des spectateurs et des spectatrices. Il est maintenant temps de clôturer cette 12e édition de Sphère CPP 2020. Je vous remercie tout d'abord, vous, intervenants et intervenantes, d'avoir répondu présent à notre invitation. J'espère que vous en avez retiré un plaisir aussi de discuter, d'avoir plusieurs aussi niveaux d'analyse, grilles de lecture.
aussi bien académique, universitaire qu'aussi plus une expérience de terrain. Voilà. Je remercie également nos 2 journalistes, nos 2 formidables journalistes, Elisa Rollet et Mélissa Chauvineau, qui m'ont accompagné dans l'animation de ce débat et dans les questions, nos spectateurs qui se sont joints à nous. Évidemment, toute l'équipe de Sphère CPP 2020 qui travaillait depuis quelques mois de manière acharnée à l'organisation de cette conférence et à la structure aussi et au déroulé de cet événement. Un remerciement tout particulier à Pauline Le Troquier qui s'est énormément investie sur cette conférence, qui a donné énormément de sa personne et qui a vraiment permis de fédérer toute l'équipe de Sphère CPP et nos intervenants. Merci à elle mérite un grand applaudissement. Merci à nos professeurs qui nous soutiennent dans ce projet depuis le début et à toutes les équipes qui ont pris contact avec vous intervenants, qui ont communiqué sur l'événement. N'hésitez pas à réagir pour les spectateurs et les spectatrices en offline après le live avec le hashtag Sphère CPP12 pour nous donner vos commentaires et vos réactions sur cette 12e édition. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 13e édition de Sphère CPP 2021 qui, je l'espère, peut-être sera en présence. Mais nous avons eu la technique avec nous ce soir et c'est le principal, je crois aussi. Ouais. Voilà. Donc merci à vous et puis peut-être à l'année prochaine. Voilà. Merci à vous. Ouais, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.